Chers amis, collègues, collaborateurs et collaboratrices, j'espère que vous vous portez bien et que votre rentrée se déroule comme vous le souhaitez. Le plaisir de vous retrouver sur YouTube ne culmine qu'avec la gratitude que j'exprime aux 3 professeurs qui ont accepté de co-animer ces quelques minutes avec moi. Le professeur Nadia Chafer, le professeur Nadia Baïd et le professeur Nabil Akleh. Très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci aux life skills. Dans mes précédentes capsules, je me suis arrêté sur les soft skills, placés au cœur de la réforme des études à l'université marocaine et véhiculés notamment dans le projet du bachelor. En toute vraisemblance, ces mots vedettes introduisent quelque chose de nouveau. Sur le plan de la terminologie employée, c'est le cas. Mais depuis que l'éducation est répercutée par l'humanité de génération en génération et au fil des siècles, les soft skills font l'objet de transferts protéiformes. Le bachelor, en vérité, ne fait qu'habiller des pratiques existantes avec des anglicismes très à la mode aujourd'hui. Si nous remontons à la théorie de l'apprentissage social formulée par Albert Bandura dans les années 70 du XXe siècle, nous allons être en accord avec le fait que l'être humain n'apprend pas que par essai ou erreur. L'être humain apprend aussi par l'observation qui, selon Albert Bandura, constitue un processus vicariant qui permet de s'imprégner des styles de comportement fournis par un ou plusieurs modèles, de les adapter, de les apprivoiser et de s'en inspirer. Ainsi, outre l'environnement familial, l'environnement scolaire et plus tard les environnements universitaires et professionnels favorisent la collecte des modèles qui finissent par forger la personnalité du sujet apprenant. C'est d'ailleurs pour cela que je préfère employer compétences transactionnelles au lieu de soft skills, vu que par nos intentions, nos attitudes et nos actions, nous assumons volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment, des transactions articulées autour de certaines compétences, les life skills en l'occurrence, que je vous propose de découvrir tout particulièrement avec ma collègue le professeur Nadia Chafer. Tout à fait, Hicham. Nous sommes tous confrontés de manière récurrente à des situations difficiles ou conflictuelles, auxquelles nous ne répondons pas aussi bien que nous l'aurions idéalement souhaité. Et parfois, notre incapacité à adopter le comportement adéquat peut être lourde de conséquences. D'où la nécessité de développer certaines compétences qui permettraient à chacun de surmonter facilement ces situations et de vivre mieux. On parle des life skills. Arrêtons-nous sur les life skills. Sans conteste, le positionnement terminologique francophone n'est pas unique. Certains employeraient compétences vie ou compétences de vie, compétences à la vie active, compétences de vie courante ou encore compétences psychosociales. Et la liste pourrait se prolonger. Ces compétences que l'on a beaucoup de peine à cerner ont été définies par exemple par l'UNICEF comme étant les compétences psychosociales et interpersonnelles servant dans les interactions quotidiennes qui ne sont pas spécifiques à l'obtention d'un emploi. Ce sont des compétences qui permettent à l'individu de s'adapter aux défis et aux aléas de son environnement socioculturel. Donc, ces compétences nous aident à avoir des comportements positifs face aux contraintes variées de la vie quotidienne. En général, les life skills comprennent, entre autres, les capacités à s'affirmer, à se fixer des objectifs, à gérer le changement dans la vie professionnelle et personnelle, à être assertif dans la négociation, à bien gérer le stress, à prendre des décisions et surtout avoir des capacités à gérer nos émotions, c'est-à-dire avoir une bonne intelligence émotionnelle. Pour résumer effectivement, ces compétences gravitent autour de 3 pôles fédérateurs: la communication et les relations interpersonnelles, la prise de décision et l'esprit critique, et la gestion de soi. Il importe par ailleurs de préciser qu'au cœur du système LMD, les professeurs de langue et communication ou de techniques d'expression et de communication se sont distingués
par le renforcement et le transfert de quelques-unes de ces compétences chez le public apprenant au moyen d'activités ludiques assorties d'objectifs linguistiques, communicatifs et méthodologiques, de manière à enrichir son savoir-être dans un environnement d'adultes responsables, exposés à des réalités complexes nécessitant l'activation de l'intelligence émotionnelle, comme l'a cité ma collègue, le professeur Nadia Shafir, et le confirmera aussi ma collègue, le professeur Nadia Baïd, qui emprunte quant à elle la voie des neurosciences cognitives. N'est-ce pas, Nadia? Tout à fait, chers collègues. Les life skills sont des compétences essentielles que toute personne peut acquérir durant sa vie. L'intelligence émotionnelle nous paraît l'une des plus importantes life skills qui peut éventuellement transformer les relations interpersonnelles de tout un chacun. En fait, il existe une interdépendance entre le flux de pensée et le flux de nos émotions, puisqu'il y a des pensées qui ont en fait une tendance à nous procurer des émotions agréables ou au contraire qui seront à l'origine de certaines de nos émotions désagréables ou négatives. Une question s'impose donc à ce niveau. Sommes-nous maîtres de notre pensée? Il existe un intervalle entre 70 000 et 700 000 pensées. Ce nombre, en fait, représente le nombre de pensées que nous entretenons par jour, et ce, selon certains scientifiques. De fait, ces pensées peuvent être considérablement influencées par l'extérieur. Mais quel est le lien entre pensée et intelligence émotionnelle? Pour répondre à cette question, il serait vraiment très intéressant de se référer au courant cognitiviste, qui montre que nos émotions découlent en fait de nos pensées. Plus précisément, et je cite, « Le flux affectif dans lequel nous baignons est exactement similaire au flux de pensée qui nous traverse l'esprit. » C'est dire que nos pensées teintent nos émotions du moment. Du coup, pour être maître de nos pensées, il y a 3 clés de l'intelligence émotionnelle. Premièrement, il faut décrypter ses émotions. Cela veut dire qu'il faut connaître le point commentateur qui est intérieur en nous pour mieux le maîtriser et être en mesure de le faire taire en quelque sorte, et ainsi le rendre, si vous voulez, comme imperméable aux influences et sollicitations extérieures. Deuxièmement, il faut gérer ses émotions. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'il faut apprendre à dompter ses pensées pour développer son intelligence émotionnelle. Et là, je donnerai un exemple très concret. Si on prend par exemple la peur, qui est une émotion souvent au cœur de la vie d'un étudiant, il est vivement conseillé pour la gérer d'encourager, de favoriser en quelque sorte les pensées parades. Par exemple, quand l'étudiant se dit « quoi qu'il arrive, je ferai de mon mieux », au détriment d'un autre type de pensée qui s'appelle les pensées parasites. Et là, c'est quand l'étudiant dira « je ne vais pas y arriver ». Enfin, il faut percevoir les émotions des autres et adapter son comportement. Cela veut dire que quand nous sommes en contact avec les autres personnes en général, nos émotions, ils peuvent avoir un comportement ou un caractère, disons, contagieux. Il s'agit en fait d'un mécanisme qui s'appelle le mécanisme des neurones miroirs, qui signifie tout simplement une certaine contagion
potentiel de nos émotions face aux autres et une possibilité d'impulser de nouvelles émotions afin d'effacer les émotions qui peuvent être désagréables pour nous et pour les autres. Entièrement d'accord avec vous, chers collègues. Qu'il s'agisse de prise de décision ou de résolution de problèmes, l'affect qui représente la force du ressenti et l'intellect qui traduit la force du discernement doivent faire bon ménage. Pour arriver à cette finalité, plusieurs activités peuvent être animées en fonction de la culture, de l'âge, des circonstances, de la situation géographique, des conditions de travail, etc. Nos étudiants ont à cet effet besoin d'expérimenter, de comprendre, de développer de nouvelles pratiques en suivant un processus de guidage adaptable selon la scénarisation de l'encadrant médiateur ou de l'encadrante médiatrice, comme le fait si bien ma collègue, le professeur Nabila Bhih, qui me parlait il y a quelque temps des pratiques appropriées. Les pratiques appropriées pour stimuler, valoriser et développer ses compétences sont nombreuses. Je cite notamment l'apprentissage par la simulation. Grâce à la pédagogie participative, nos étudiants peuvent être répartis et organisés en plusieurs équipes, en fonction bien évidemment de l'effectif. Ces équipes pourraient incarner de petites entreprises en concurrence sur un même marché. Constituant des comités de direction fictifs, ils pourraient être chargés d'élaborer ensemble une stratégie en vue d'une finalité commune. Bien évidemment, nous, en tant que professeurs, formateurs et formatrices, nous sommes là pour les guider en cas de besoin avec des exemples plus concrets. C'est pour dire que l'objectif de ce jeu de simulation est de permettre à nos jeunes apprenants par cette expérience de se découvrir, de s'écouter et de s'auto-évaluer. Cela leur permet également de se sentir autonomes dans leur déploiement de leurs relations simulées, d'activer leur potentialité en termes d'empathie, de style, de résilience, etc. Entièrement d'accord avec vous, Nabila. Je reprends vos derniers mots. L'empathie étant la capacité à se mettre à la place de l'autre, c'est-à-dire à ressentir ce qu'il ou ce qu'elle ressentirait, à imaginer ce qu'il ou ce qu'elle imaginerait, à anticiper ce qu'il ou ce qu'elle anticiperait. Le style étant la marque de l'individualité, la résilience étant la capacité à résister, à rebondir face à un échec ou à un traumatisme. Bref, ce sont là quelques exemples que nous étions amenés à travailler dans le passé et que nous devrons introjecter à nouveau dans les modules de bachelor. Incontestablement, nous, formateurs, formatrices et partenaires associés, sommes responsables de l'art et de la manière de scénariser ce genre de compétences. Et il revient au chef d'établissement d'observer rigoureusement l'interdépendance de notre rentabilité pédagogique et des conditions infrastructurelles, logistiques, organisationnelles, sanitaires nécessaires à leur transférabilité. Car comme vous le savez, le bachelor a hiérarchisé 4 catégories de soft skills. Les study skills que j'ai antérieurement évoqués, les life skills dont il est question dans cette vidéo, les civic skills et les professional skills que j'aborderai très prochainement. Encore une fois, un grand merci au professeur Nadia Schafert de la Faculté des Sciences de Blimsik, Nabila Bhih de la Faculté des Sciences économiques, sociales et juridiques de Ansbach, Nadia Baïd de l'École nationale supérieure des arts et métiers de Rabat pour leurs précieuses interventions. En espérant que cette capsule vous soit utile, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos familles, à très bientôt.